Il nous serait impossible de nier que le phénomène Netflix s'est emparé de la planète. Aujourd'hui, le service de vidéo à la demande par streaming est devenu un acteur incontournable du monde de la culture. Et cela n'est cependant pas sans poser de problème. En effet, concentration du capital et des moyens de production culturelle, modèle économique et spécificités techniques sont autant de problématiques soulevées par Netflix. Et nous allons essayer dans cette vidéo de traiter de ces différentes questions. Commençons par préciser que si l'on souhaite parler de Netflix et plus généralement de toute innovation technique prise dans le contexte socio-historique qui lui est propre, il nous faut d'abord considérer objectivement ce sur quoi porte l'innovation en question. Sous cet angle-là, Netflix apparaît avant tout comme étant un outil. En tant qu'elle est une plateforme de streaming vidéo adjointe d'un modèle commercial innovant, en l'occurrence l'abonnement qui offre un accès illimité au contenu, Netflix est un moyen technique qui relève de l'infrastructure au sens marxiste du terme. En revanche, si l'on veut analyser Netflix selon l'usage qu'en fait la société, c'est-à-dire analyser la fonction culturelle et anthropologique de Netflix, nous ne parlons plus de l'outil en tant que tel, mais de la manière dont fonctionne cet outil, ou plutôt de la manière dont on le fait fonctionner. Évidemment, la forme concrète de l'outil, donc en l'occurrence la plateforme de streaming avec ses serveurs, ses logiciels et son modèle commercial, tout cela conditionne l'usage que l'on en fait. Et il ne pourrait bien sûr pas y avoir d'individus ou de groupes sociaux qui puissent profiter de ce service si la plateforme de streaming en elle-même n'existait pas. Mais ce serait commettre une erreur que de considérer cet usage, qu'il s'agisse de la fréquence à laquelle on utilise Netflix, du type de contenu que l'on y visionne, ou encore des buts avoués ou inconscients de cette pratique de visionnage, comme étant strictement déterminés par la forme de l'outil. On comprend donc que notre analyse doit faire la critique aussi bien de l'usage en tant que pratique et fonction sociale, que de la structure en tant que condition matérielle de l'usage. Et il est en effet nécessaire de réunir ces deux aspects si l'on cherche à étudier le phénomène Netflix dans sa totalité. Et tant qu'à utiliser cette catégorie de totalité, poussons la logique jusqu'au bout en considérant que la totalité constituée par Netflix est elle-même comprise dans une totalité d'ordre supérieur, à savoir la société capitaliste, au sein de laquelle Netflix est pensée et utilisée. Nous estimons qu'un point de vue communiste sur les questions posées par Netflix doit partir de ce qui est le premier terme de notre équation, c'est-à-dire la réalité matérielle de Netflix. La principale innovation de cette plateforme de streaming n'est pas son fonctionnement strictement technologique. En effet, l'informatique rendait le streaming possible bien avant l'apparition de Netflix. L'innovation majeure de cette dernière est en réalité son modèle commercial, basé sur un abonnement qui donne alors accès à un contenu quantitativement immense. Un professeur de l'université de Leicester a même calculé qu'il faudrait passer 3274 heures au total pour regarder l'ensemble des contenus hébergés sur Netflix. Notre première critique sera donc une interrogation à propos de ce modèle commercial. Permet-il de rémunérer correctement l'ensemble des travailleurs participant à la production qui va de l'écriture du scénario jusqu'au partage en ligne du contenu audiovisuel? Sans même avoir besoin de répondre par la négative à cette question, nous pouvons d'ores et déjà dire que tant qu'une hiérarchie capitaliste exploite les travailleurs de Netflix, le problème de l'extorsion de la plus-value précède celui du modèle commercial. Abolir l'exploitation des travailleurs et remettre l'outil productif entre leurs mains est alors une condition nécessaire si l'on veut envisager le problème de la plus-value sous son aspect purement technique et non plus politique, politique étant ici entendue comme l'expression de la lutte des classes. En effet, dans une économie socialiste, un équivalent de Netflix pourrait être possédé collectivement et son usage serait ainsi soumis à un débat démocratique. Et c'est seulement dans un tel contexte que l'on pourrait débattre de la répartition de la valeur économique dégagée par ce modèle commercial innovant. On comprend donc qu'il est nécessaire de traiter les problèmes économiques posés par Netflix à la racine, c'est-à-dire qu'il faut traiter de la question de la plus-value en priorité. Ne pas traiter du problème de la plus-value reviendrait à laisser à une minorité de donneurs d'ordre capitalistes le droit de décider pour nous tous et cela nous conduirait inévitablement à l'impuissance. Outre son modèle commercial, ce qui fait la force de Netflix ainsi que de nombreux autres services en ligne, tels que Facebook ou encore YouTube, c'est ce qu'on appelle l'effet de plateforme. On considère qu'un hébergeur de contenu sur Internet bénéficie d'un tel effet à partir du moment où la quantité de données hébergées atteint une ampleur suffisamment importante. On parle alors de la masse critique. Cela signifie que plus la masse de données est grande, plus l'usager a de chances de trouver ce qu'il cherche sur une seule et même plateforme. Héberger le contenu ailleurs, sur d'autres plateformes, perd alors de son intérêt. En langage économique, on pourrait dire que les coûts de transaction du passage d'un hébergeur à un autre augmentent proportionnellement à la différence de taille entre les deux hébergeurs. Pour le dire très simplement, il est plus intéressant de payer 10 € par mois pour accéder à 5 millions de films, plutôt que de payer la même somme pour accéder à 500 000 films seulement, et cela peu importe la qualité du contenu hébergé. Cet effet de plateforme que l'on vient de décrire mène inévitablement, ou presque, à la concentration des contenus chez un seul et même hébergeur. Seule une innovation majeure pourrait alors briser l'effet de plateforme qui préexiste. Et à cet égard, on pense par exemple à la façon dont Facebook a remplacé MySpace au milieu des années 2000, grâce à ses fonctionnalités et à son interface neuve et performante.
Mais une telle disruption a beaucoup moins de chances d'avoir lieu de nos jours, pour la simple et bonne raison que le marché des services en ligne est de plus en plus dominé par une fraction du capital qui se concentre elle-même au fur et à mesure que se concentrent les contenus. Et c'est ainsi que Facebook se prémunit de toute concurrence en rachetant les services innovants qui pourraient éventuellement intéresser ou détourner une part des utilisateurs du plus grand réseau social de la planète. Et cela fut concrètement le cas avec le rachat par Facebook du réseau social Instagram en 2012, puis avec le rachat de la plateforme de messagerie instantanée WhatsApp en 2014. Ce double mouvement de concentration des contenus et de concentration du capital est considéré par les communistes selon une perspective technique qui porte sur l'avantage objectif qu'il y a à bénéficier des effets de plateforme et à concentrer les moyens de production pour que le plus grand nombre puisse accéder à la consommation de produits culturels. Mais cette double concentration est également considérée selon une perspective politique, c'est-à-dire qu'en menant le combat sur le terrain de la lutte des classes, nous luttons pour que les innovations socialement utiles apportées par Netflix soient remises entre les mains de tous ceux qui en bénéficient et qui y contribuent, les travailleurs, mais également la société dans son ensemble. Dans une société socialiste, il devient alors possible d'envisager un service public de la culture qui garantirait à tous un accès égal au contenu audiovisuel. Dans ce contexte, l'infrastructure informatique et le modèle commercial par abonnement peuvent être de formidables supports pour une diffusion plus égalitaire de la culture. Mais dans la société capitaliste, l'usage qui prévaut est totalement différent, comme nous allons le démontrer immédiatement. Voyons d'abord ce que propose le catalogue de Netflix. À cet égard, nous devons également prêter attention au fait que d'une simple plateforme de streaming, l'entreprise états-unienne est passée au rang de producteur de grande envergure, produisant ainsi 80 films en 2018. Avec un chiffre d'affaires net de 1,2 milliard de dollars pour l'année 2018, Netflix est un géant incontournable dont le poids décisionnel dans le monde du business culturel ne cesse de grandir. Et de la même manière que l'on peut critiquer la production du studio Marvel comme étant une accumulation de navets à la sauce super-héros, on se doit de critiquer Netflix pour le type de contenu que l'entreprise propose sur sa plateforme. Pour se développer, Netflix a fait le pari de l'éclectisme. Ainsi, en étant peu tatillonne, la société donne leur chance à des scénaristes, des réalisateurs et des acteurs qui sont encore peu connus du public. Cette stratégie, qui consiste à constituer un répertoire le plus vaste et le plus diversifié possible, permet l'acquisition de perles rares, ainsi que la constitution d'une bande de contenu exclusif, permettant de contrer légèrement la dépendance des travailleurs du cinéma vis-à-vis de grands producteurs comme Warner Bros. Ou Disney. Cela est toutefois nuancé, car ce sont ces producteurs qui accordent à Netflix les licences de diffusion des œuvres dont ils sont les propriétaires. Si le fait que Netflix accorde à des artistes peu connus une chance de briller est une chose intéressante en soi, il ne faut pas s'y tromper en voulant y voir de la bienveillance ou de l'amour pour la diversité culturelle. En effet, Netflix doit faire face à une concurrence féroce sur le marché de la vidéo à la demande et n'utilise alors l'éclectisme que par intérêt économique. Un service public de la culture utilisant les méthodes qui sont celles de Netflix aurait pour mission de financer la création artistique la plus diversifiée possible, mais sans avoir pour objectif premier la rentabilité qui prévaut chez les grandes entreprises du secteur. Dans une telle perspective, un abonnement payé chaque mois par les utilisateurs ne financerait pas qu'un panel prédéfini de grosses productions, mais pourrait au contraire instaurer une forme de solidarité envers les petits producteurs artistiques. Nous devons nous poser la question de ce que signifie l'émergence de ces géants du secteur de la culture. Et notre propos concerne ici de nombreux acteurs, allant de Universal à Netflix, en passant par Warner, Disney, et l'ensemble des grandes sociétés qui forment l'hégémonie culturelle du capital dans la sphère de la production cinématographique et musicale. Et pas la peine de supposer des risques, car nous n'avons qu'à constater la réalité. L'immense majorité des produits qui servent à gaver le public participent de la diffusion d'idéologies au service du capitalisme. Capitalisme dont ils ne font qu'accroître la domination dans les esprits. Prenons un exemple très concret, comme la dernière saison de la série produite par Netflix, House of Cards. Suite au démêlé de l'acteur vedette Kevin Spacey, en proie à des accusations de harcèlement sexuel, l'ultime saison a pris un tournant que l'on pourrait qualifier de libéral féministe. Le mouvement MeToo apparaît en filigrane tout au long de la saison, notamment à travers la figure de Claire Underwood, femme du président Frank Underwood, ce dernier étant joué par l'acteur ciblé par les accusations de harcèlement sexuel. Le combat féministe bourgeois que Claire Underwood mène devient la thématique centrale de la série, dans laquelle le cynisme politicien était pourtant censé être le fil conducteur. Cette récupération de la lutte féministe par Netflix soulève de nombreuses questions vis-à-vis de la sincérité d'un tel militantisme. Qu'en est-il de l'émancipation des femmes prolétaires, ou bien du féminisme réel, incarné par des figures communistes telles que Clara Zetkin ou Angela Davis? Quelle sincérité peut-on prêter à la ligne politique implicite que défend la série dans sa dernière saison? Et soyons clairs, notre sujet ne concerne pas le mouvement MeToo, qui est en premier lieu l'expression légitime de personnes ayant subi des agressions sexuelles. Non, ce qui nous pose problème, c'est la récupération par le capital de problématiques sociétales
ainsi utilisés dans le but d'occulter les revendications sociales portées par le prolétariat en lutte. Netflix est alors un moyen pour la bourgeoisie d'étaler à l'écran les injonctions morales et le politiquement correct qui jouent plus que jamais le rôle d'écrasement de la conscience de classe. C'est la même idéologie bourgeoise, faussement progressiste mais véritablement réactionnaire, qui était à l'œuvre lorsque les gilets jaunes étaient insultés et considérés comme des masses réacs, avides de sang de juifs, d'homosexuels ou encore de femmes. Netflix est objectivement un moyen supplémentaire pour la bourgeoisie d'imposer les règles du débat à la majorité grâce à l'influence des monopolistes de la culture. Face à cela, les communistes maintiennent que le grand capital continuera de répandre ses idéologies antisociales tant qu'il en aura les moyens, car il en va de sa survie. Et pourtant, Netflix fait le pari de l'éclectisme et de la loi du marché, et se retrouve donc bien obligé de satisfaire une certaine demande venue des franges contestataires de la population. Et l'exemple de la série brésilienne 3%, dans laquelle est mise en scène une société dystopique où 3% de privilégiés maintiennent sous leur coupe le reste de la société, incarne à merveille l'émergence d'un discours de plus en plus désillusionné face à la société capitaliste. On pourrait même se dire que Netflix se met elle-même en danger en subventionnant de telles productions, qui risqueraient d'éveiller dans les esprits une certaine aspiration politique contraire aux intérêts de l'entreprise. Mais, comme disait Lénine, les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons. Cependant, les communistes ne doivent pas non plus se faire d'illusions quant au réel potentiel subversif de ce genre de production. D'abord parce qu'elles font partie du même ensemble culturel au sein duquel l'alternative au capitalisme, qu'est le communisme, n'est jamais présentée sous un jour favorable. En effet, si les séries et les films dystopiques fleurissent, on attend encore de voir des artistes proposer dans leur œuvre un futur enviable auquel nous pourrions vouer un combat politique. En réalité, il est même plutôt avantageux pour le capital que les gens se morfondent dans un univers mental dystopique, où il n'y a plus d'espoir et où il n'y a rien d'autre à faire que de se lamenter sur son sort. Nous pouvons donc conclure en considérant que si Netflix, en tant que modèle économique et technique innovant, nous apporte des éléments intéressants pour construire la culture démocratisée qui caractériserait un monde socialiste, l'entreprise américaine, en tant que fraction concentrée du capital mondial, demeure un instrument au service de l'hégémonie culturelle bourgeoise, et compte en ce sens parmi les ennemis politiques du communisme. Voilà, donc pour finir, je tiens à préciser que ce que je viens de raconter est très inspiré d'un travail effectué par notre camarade des JRCF Thibaut, donc je le remercie, et je vous invite bien sûr à aller voir ses autres productions sur notre blog, tout est dans la description.